Une fois que j'ai, disons, achevé le gros œuvre qui était la thèse d'État, donc avec ces deux bouquins, les trois films aussi, etc., je crois que j'ai un peu après... Bon, j'ai eu un intermède, c'est-à-dire je suis revenu en France, enfin j'ai commencé à faire un peu d'anthropologie en France. Parce que j'avais des amis et collègues qui travaillaient sur Montpellier, qui étaient des sociologues, j'étais intervenu dans une école de formation de travailleurs sociaux auquel ils demandaient ces travailleurs sociaux de faire des enquêtes et tout. Et donc on avait un projet de faire un peu de travail ici. Donc j'ai une parenthèse française, disons, dans ma vie d'anthropologue. Et travaillant sur la Lozère d'une part, un peu la Camargue de l'autre. Voilà. Donc ça a été quelques années. Là-dessus d'ailleurs on a fait des films aussi en vidéo. Il ne faut pas nous prendre pour des Indiens, ça en était un. Et l'autre, ça c'était sur les Lozériens voilà, par rapport à la vision des schémas un peu tout faits qu'on avait sur eux. Et l'autre qui était un film sur une fête votive en Camargue, le jaune et le noir. Le jaune étant le pastis et le noir étant le taureau, pour dire les choses. Et c'est pas mal, c'est un film que j'aime bien, là aussi avec très peu de commentaires. J'aimais bien ça, assez dépouillé, mais bon, j'aime bien le jaune et le noir. Le film sur Il ne faut pas nous prendre pour des Indiens, un peu plus compliqué. Il tourne autour de l'identité, de la notion d'identité régionale. C'est un peu comme Ça Salé, c'est des films un peu compliqués. Mais le jaune et noir, j'aime bien, il est assez simple. Donc ça, c'était la période vidéo, puis après, j'ai plus fait finalement de cinéma. Donc, après cette période un peu intermédiaire, j'ai été aussi... je pense que j'ai commencé à me dire, mais au fond, ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, c'est les sociétés précoloniales, c'est la colonisation, quid de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai donc un peu envie de me pencher plus sur les modernités vraiment modernes, les contemporanéités des sociétés africaines. Parce que l'anthropologie économique marxiste, finalement, Meillassoux, c'était surtout les rapports disons, de domination interne précoloniaux, ou comme on disait, les formations précapitalistes, les articulations de modes de production entre modes de production traditionnels et modes de production capitalistes ou coloniales. J'avais étudié aussi la période de la colonisation. Mais ce que devenaient les sociétés africaines aujourd'hui était quand même, me semblait, sous-étudié. Et d'ailleurs aussi, l'école d'ethnologie française à la Griaule s'était intéressée uniquement aux vestiges. Et je commençais à être un peu agacé par le fait de toujours expliquer l'Afrique par son passé, qui me semblait quelque chose de récurrent qu'on trouvait aussi dans beaucoup de clichés autour de l'Afrique, etc. Tout ce qui diffère de modernité occidentale qu'on trouve en Afrique est imputé à son passé. Pourquoi ? C'est pas forcément parce que l'Afrique diffère de la modernité occidentale que pour ça on doit la renvoyer à son ancestralité ou à des phénomènes ataviques quelconques. Et justement, j'avais vu beaucoup de choses où les choses changeaient. J'ai donné l'exemple des cultes de possession. Rouch a travaillé sur les cultes de possession. Il a fait un très bon livre, mais c'était les cultes de possession traditionnels. Il avait juste un petit peu traité ces nouveaux génies qui étaient les Aouka. Il n'avait pas vu tous ceux qu'il y avait après. Et je me rendais compte que ça changeait beaucoup, y compris avec la percée de l'islam, qui commençait à s'attaquer un peu au culte de possession. Donc toutes ces tendances-là étaient souvent négligées par les anthropologues ou considérées comme des bruits gênants par rapport à une société traditionnelle rêvée ou reconstituée. Donc j'ai commencé à avoir un certain agacement, disons, vis-à-vis de ça, ou une certaine frustration à ça. Et à un moment donné, j'ai un ami qui travaillait dans le cadre d'un bureau qui s'occupait de la formation des coopérants français partant en Afrique. À l'époque, il y avait beaucoup de coopérants français encore.
C'était l'époque où le ministère de la Coopération avait beaucoup d'agents déployés en appui en médecine, en éducation, dans les collèges, dans les tribunaux, partout. Il y avait encore, c'était les agents de la coopération de terrain, quoi. Et ils formaient il y avait un stage de formation pour les coopérants sur le départ, qui n'avaient jamais été en Afrique, ou pas beaucoup, et avant de partir pendant 2 ans, 4 ans, un contrat dans un service quelconque public, en général d'une société africaine, il y avait stage de formation. Et ils m'avaient demandé, mais toi, tu ne pourrais pas y intervenir parce que je trouve qu'une formation... Et donc, effectivement, j'étais intervenu là, on avait organisé un stage, et d'ailleurs, c'était avec ses amis qui travaillaient dans des écoles d'éducateurs ici en France aussi. Et on avait fait ça justement en essayant de les initier à l'Afrique d'aujourd'hui. Ce n'était pas l'Afrique d'avant-hier ou d'hier qu'ils allaient rencontrer, c'était l'Afrique d'aujourd'hui et donc le donner. Et du coup, ça nous a fait ça a assez bien marché, je crois. On a fait intervenir des gens aussi, des collègues à l'époque, ça s'appelait l'Orstom, qui était donc cet office de recherche qui, contrairement au CNRS, qui est très généralisé, qui couvre partout, était spécialisé, disons, sur les anciennes colonies, on va dire, mais qui, d'ailleurs, le nom en outre-mer l'évoque. Enfin, donc, on avait demandé aussi d'intervenir. On avait des gens qui, souvent, d'ailleurs, venaient aussi du marxisme à l'époque, parce que dans les sciences sociales, c'était quand même, ça avait été le truc dominant dans notre jeunesse. Et voilà. Et du coup, on a fait un livre, finalement, issu de ce stage, qui s'appelle Experts paysans en Afrique, Experts paysans chercheurs en Afrique. Et donc, bon, c'était pas un grand livre scientifique, mais c'était un livre quand même qui essayait de donner un certain nombre de points de vue sur, disons, sur les modernités africaines, en particulier dans le milieu rural, parce que c'était à l'époque, surtout dans le milieu rural, encore qu'il y avait le plus d'agents de la coopération. Voilà, et ça, c'était ma première pas vers l'anthropologie du développement. Le deuxième pas, ça a été par mes collègues allemands. Il y avait à l'époque à Bielefeld. Bielefeld est une université allemande très connue pour la sociologie, parce que je crois que c'est là qu'il y avait eu Luhmann, qui était le grand analyse des systèmes, sociologue, mais version analyse des systèmes allemand. Mais il y avait aussi des sociologues qui avaient fait des choses intéressantes. Et il y avait un anthropologue qui s'appelait Georg Elvert, et qui était marxiste lui aussi, venant de l'économie, très Meillassoux, quoi. C'était la même tendance que Meillassoux et que nous étions, et qui a commencé à former des jeunes anthropologues aussi autour de lui, et il s'intéressait aux questions de développement. Et ils ont fait un ouvrage, un numéro spécial de Sociologia Ruralis, c'est la Société d'études rurales, qui était sur les questions de développement. Et il l'a fait avec un collègue qui s'appelle Thomas Birschenk, et avec qui, depuis, j'ai collaboré depuis 30 ans. C'est, comme on dit, un ami de 30 ans, mais avec lequel il est toujours ami maintenant, et toujours collègue, et avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé et qui a joué un rôle important. Et donc, dans cet ouvrage, ils m'ont demandé d'y contribuer, parce que j'avais été pour un colloque là-bas, et on échangeait volontiers, on était un peu sur les mêmes longueurs d'onde, avec Georg Elvert et surtout Thomas Birschenk. Et donc on a publié dans ce numéro de Sociologia Ruralis, c'est le premier article vraiment un peu avancé que j'ai fait, à part le livre qu'on venait de faire, sur les questions d'anthropologie du développement. Et je pense que ce livre a été un peu le point de départ de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle anthropologie du développement. Nouvelle parce qu'on n'est jamais totalement précurseur dans un domaine, on n'était pas les premiers à s'intéresser au développement. Je veux dire, même chez les figures tutélaires de l'anthropologie s'y étaient intéressées. Margaret Mead ou Bastide avait fait un livre sur le développement. Ne parlons même pas de Ballandier, qui bien évidemment était notre référence la plus proche. Donc on n'était pas non plus on n'était pas les inventeurs d'un truc complètement nouveau. Mais disons, c'était quand même nouveau dans sa démarche, cette anthropologie du développement, parce qu'elle essayait d'être très empirique, d'abord, basée sur des enquêtes, alors que souvent l'anthropologie du développement avant, c'est plutôt des considérations des anthropologues qui se mettaient à parler du développement en général, en bien, en mal, en neutre. Mais nous, on voulait au contraire le fonder sur des études empiriques, ne pas être normatif,
dans un monde comme le développement, où très vite, soit on est pour, soit on est contre. C'était l'époque où il y avait, bien sûr, toutes les institutions de développement sont pour, mais il y avait beaucoup, genre Serge Latouche, enfin, des pamphlets anti-développement, où développement égale néocolonialisme, développement égale nouvel impérialisme, développement égale globalisation. On trouvait donc des pour comme des contre. On voulait au contraire, nous, prendre le développement comme un objet digne d'intérêt complet. Comme on étudiait avant la parenté, ou la religion, ou les mythes. Enfin, nous, on voulait étudier le développement, point, sans s'embarquer dans des jugements normatifs. Là, c'était vraiment un point qu'on avait en commun. Donc, parmi ça, il y avait aussi le fait qu'on ne voulait pas se faire enfermer dans cette sorte de dichotomie tradition-modernité à la noire, enfin, qui ne nous plaisait pas. Qu'on était aussi intéressé par les divergences. Et le développement, effectivement, au fond, a représenté ce que maintenant je théorise sous une autre forme, en disant on est passé de l'anthropologie centrée sur un groupe à l'anthropologie centrée sur une arène. À l'époque, on ne le pensait pas aussi clairement. Moi, c'est quelque chose que je dis dans mon dernier bouquin, là, sur la relance des contextes. Mais avant, je n'avais pas... De façon générale, tout ce que j'ai pu théoriser, conceptualiser, ça a toujours été après coup. C'est-à-dire, je n'ai jamais théorisé avant, mais après, je me dis, tiens, mais au fond, ce que je fais, c'est ça. Et du coup, après, j'y mets un nom ou j'y mets une étiquette, quoi. Mais ça a toujours été comme ça. Et donc, en fait, là, quand on a commencé dans ce numéro de sociologie ruraliste, puis après, dans d'autres, on a fait une association qui a joué un rôle important, qui s'appelle l'APAD, Association pour l'anthropologie du changement social et du développement, association euro-africaine. Ça a été un élément aussi central de ça. Puis après, j'ai fait le bouquin Anthropologie et développement. Mais on était donc plusieurs dans cette aventure. Et vraiment, le rôle de ce numéro de sociologie ruraliste avec mes collègues allemands, je crois, a été important. Donc en fait, on est au fond, ce qui nous intéressait, c'était une arène. C'est-à-dire le développement, il y a des développeurs et des développés, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Dozon, qui était, je crois, le premier à dire ça. Mais sachant que les développés sont multiples, ils ne sont pas homogènes, et que les développeurs sont multiples et ne sont pas homogènes. Mais disons, on voit bien que c'est un endroit où se confrontent ce que nous, après, on a théorisé avec Thomas Birschenk à la suite de Evers et Schill, sous le nom de groupes stratégiques. Il y a différents groupes stratégiques, il y a différents regroupements, coalitions, réseaux de gens avec des points de vue complètement différents, des carrières complètement différentes, des objectifs complètement différents qui se confrontent autour d'un projet de développement, par exemple. Donc, c'est cette approche-là qu'on a essayé de mettre en place, j'ai appelé ça nouvelle anthropologie du développement, parce qu'il fallait bien donner, puisqu'il y avait une convergence assez importante dans les travaux qu'on faisait. Alors souvent, à l'époque, c'était le projet de développement, qui était le sujet archétypique. On prend un projet de développement rural, un projet de développement en enseignement, et on essaye de voir, alors on peut partir depuis son élaboration à Genève ou à Washington, et puis arriver jusqu'au village X ou Y, où les gens... Et on voyait bien qu'un des choses qui m'a, moi, le plus frappé, c'était ce que j'avais appelé dans le livre Anthropologie et développement une dérive. C'est-à-dire qu'entre le projet de développement sur le papier et puis ce qu'il devient dans la réalité, où il y a plein d'autres acteurs, où les acteurs même auxquels il est destiné ont leur propre vision de la chose, qui n'est pas la même que ceux du projet. Autrement dit, ce projet tel qu'il arrive, il est après en partie démantelé, sélectionné, contourné, mis en morceaux parfois, refusé parfois. Enfin, tout ce qui se passe quand le projet de développement arrive sur le terrain est quelque chose qui est fondamental. Et donc c'était ça, l'objet typique de ça, le projet de développement. Après, on verra après ce que c'est devenu, ça s'est bien élargi au-delà de tout ça. Et voilà. Donc au lieu d'avoir une anthropologie, ce que j'avais fait au début, anthropologie centrée sur un groupe petit, les Wogo, anthropologie centrée sur un groupe très large, son Reiserma, ou sur un sous-groupe, les anciens esclaves, etc. Là, c'est passé sur un autre type d'anthropologie, anthropologie souveraine, où là, ce sont des gens avec des backgrounds complètement différents, et on étudie qu'est-ce qui se passe quand ils sont confrontés. D'où le terme d'arène qu'on avait repris, là aussi, de Bailey. Bailey, intéressant, parce que Bailey, c'est un anthropologue politique qui a travaillé, je pense que c'est du côté de l'Inde, je ne me rappelle plus très bien, mais qui vient héritier de l'école de Manchester aussi. On retrouve encore cette école de Manchester, certaines de ses filiations.
Comme d'ailleurs l'école Manchester a aussi non seulement travaillé en Afrique du Sud, puisque c'était son terrain privilégié au départ, mais aussi après en Angleterre. C'est ce qu'ils appelaient shop floor, les boutiques, les petites boutiques. Ils ont aussi travaillé sur la modernité anglaise, donc c'est assez intéressant. Oui, d'ailleurs, puisque École de Manchester, les deux grandes filiations dont moi je me réclame constamment quand je fais des cours, et c'est donc ce que j'apprends aussi j'ai appris à mes étudiants, et même dans les bouquins, dans les articles, je continue à les citer comme étant mes propres, les gens à qui que je dois citer parce que je leur dois beaucoup de choses, c'est l'école de Chicago. L'école de Chicago faite par c'était une seconde invention de la méthode ethnographique. La méthode ethnographique avait été inventée, grosso modo, en simplifiant beaucoup, par Boas et Malinowski, grosso modo, les deux grands-pères de l'enquête intensive de terrain, quoi. Boas dans les réserves indiennes, Malinowski parce qu'il était coincé pendant la guerre de 14 dans les îles chez Trop-Brillant. Voilà. Et elle a été réinventée une nouvelle fois entre les deux guerres par des journalistes et des travailleurs sociaux. Après, on a autour de Park, qu'on a appelé après l'école de Chicago en sociologie, qui ont réinventé la même chose, c'est-à-dire les sociologies quantitatives. Mais en même temps, ils avaient l'intérêt, pour nous, maintenant, ça c'est quelque chose d'important, qui travaillaient eux sur le cœur des modernités américaines. L'école de Chicago travaillait sur les hôpitaux, les commissariats de police, les sans-papiers, les SDF, enfin les clochards de l'époque, etc. Alors que, évidemment, Boas et Malinowski travaillaient sur des sociétés dites primitives, premières, tout ce qu'on voudra, enfin en tout cas exotiques, non occidentales, etc., etc. Mais nous, quand on a commencé à développer nos travaux en Afrique sur ces questions-là, nous, ce qui nous intéressait, ce n'est pas l'Afrique vue d'un point de vue exoticisant, d'un point de vue traditionnaliste et tout. Ce qui nous intéressait, c'était les modernités africaines, comme l'école de Chicago avait étudié ça. Et comme d'une certaine façon, l'école de Manchester, qui était entre les deux, avait commencé aussi à étudier ça, que je l'avais dit tout à l'heure, les migrations, la présence coloniale. Donc ils avaient tenu compte de l'Afrique contemporaine de leur époque. Nous, c'était une époque post-coloniale, bien sûr, c'était plus l'époque coloniale. Voilà. Donc on voulait travailler sur ces questions. Et j'emploie vraiment le collectif, là, parce que tout ce débarrage de l'anthropologie du développement était une œuvre collective. On s'est vraiment retrouvé avec quelques collègues allemands, Thomas Birschenk. Bon, Georg Elvert est décédé. Georg Elvert aussi avait, par rapport à Thomas Birschenk, l'inconvénient d'être un peu trop surthéoricien. C'est-à-dire, il décrochait vite sur des grands fantasmes théoriques. Était peut-être moi ce que j'aimais beaucoup avec Thomas Birschenk, comme j'ai aimé après avec un autre des chercheurs de ce groupe qui a rejoint ce groupe un petit peu après, qui est Giorgio Blundo, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui est aussi absolument remarquable, c'est que ce sont des gens dont vraiment sans arrêt il y a l'aller-retour entre les données empiriques et le théorie, et il n'y a pas de proposition théorique qui ne soit pas vraiment ancrée aussi dans du terreau empirique solide. Donc voilà. Georg Elvert, c'était un peu dommage parce que lui, il partait vite dans la surthéorisation, ce que j'ai appelé dans un autre livre la surinterprétation, qui est un des pièges qui menacent notre profession et en général les sciences sociales en permanence, quoi. On est tous soumis à ça, on en a tous fait, moi aussi, hein, j'en ai fait bien sûr. Donc on n'est jamais indemne de ça. Mais c'est vrai que la seule façon de ne pas tomber trop dans les pièges de la surinterprétation, c'est d'essayer de gager le plus possible nos énoncés sur des données solides de terrain, vérifiées, contrôlées, etc. Voilà. Donc c'est tout ça qui a fait ce mouvement qu'on a fait, cette association qui s'appelle l'APAD, et qui finalement vient de fêter maintenant son 30e anniversaire, ce qui est pas mal pour une association sans subvention, sans rien, quoi, purement scientifique, comme une sorte de... Et surtout parce que Thomas Birschenk ou moi par exemple et Jean-Pierre Chauveau, on était un peu un trio à avoir un peu porté ça, mais avec d'autres, hein, on n'est pas les seuls au début, mais on a vite passé la main. Donc c'est une association qui n'est pas restée liée à ses pères fondateurs et qui s'est prolongée avec bien d'autres après. Et ça veut dire, je trouve rien de plus odieux que ces associations qui dépendent uniquement d'une sorte de grand prêtre fondateur avec ses vestales et ses admirateurs, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi.
Mais là, oh non, de fait, l'association, elle a continué jusqu'à maintenant. Elle vient de tenir son colloque biannuel, alternativement en Afrique et en France, ça se passe. Donc finalement, c'était quelque chose qui a porté au fond ça et qui a suivi le même chemin que ce que nous-mêmes on a suivi, c'est-à-dire passer du développement aux politiques publiques en général. Ça, on le verra après, mais le développement, c'est le point d'entrée vers un phénomène plus large qui est une anthropologie des politiques publiques, des interventions, des actions publiques, et qui va bien au-delà de ce qui est labellisé comme développement. Mais en même temps, le développement était incontournable au moment où on l'a fait. Quand dans les années, fin des années 80, disons, hein, dans le courant des années 80, s'est développée cette nouvelle anthropologie du développement, avec des gens de l'IRD d'un côté, des gens comme Thomas Birschenk et moi de l'autre, un peu de Blundo après, etc. Tout ça. Et ça s'est développé parce qu'il n'y a pas de village africain où il n'y ait pas des projets de développement. Il n'y a pas de village africain où il n'y ait pas une ONG qui intervient. Et donc, tout ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et regarder ailleurs en disant « Ah, c'est pas bien ». Et ce n'était pas facile à faire admettre. Parce que moi, je suis… Mon corps de base, ça a été le CNRS. Ça a été le CNRS, mais au CNRS, quand j'ai commencé à faire… Quand j'ai fait le livre Anthropologie et Développement, le livre Anthropologie et Développement doit dater de 1995. Et c'était au fond une sorte d'état des lieux, tel que moi je faisais de façon personnelle, mais de cette nouvelle anthropologie du développement. C'est d'ailleurs pour ça que finalement il a pas mal marché. Ça a été, bon, il se trouve que Cartala n'est pas une grosse maison d'édition, elle n'est pas connue, mais c'était l'une de ses meilleures ventes. Mais que du bouche à oreille, parce qu'il n'y a jamais eu de publicité ni une promotion. Mais parce qu'à ce moment-là, ça correspondait à un besoin. On sentait bien qu'il y avait un nouvel objet d'étude, qu'il y avait des chercheurs qui avaient une approche originale. Et ça, beaucoup de gens, même dans le monde du développement, dans les professionnels de développement, s'y sont intéressés, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et donc, on présentait quelque chose disons, un objet un petit peu nouveau, avec un regard un peu nouveau, et ça a fait un petit peu tache d'huile, vraiment purement dans le bouche à oreille, dans les milieux scientifiques et développement. Voilà, donc ça a établi un peu cette nécessité de prendre en compte tout ce qui était développement comme un objet digne d'attention. Et voilà, je veux dire, justement, le CNRS, quand j'ai fait ça, je me rappelle des rapports cinglants en disant que je m'intéressais à de l'anthropologie appliquée, que c'était dommage que je ne fasse pas des choses plus sérieuses. C'était incroyable, incroyable. Bon, ça m'a pas empêché de dormir, ça m'a pas brisé ma carrière ou quoi que ce soit, ça n'a pas fait grand-chose. Mais quand même, c'était quand même incroyable. Donc, dès qu'on faisait anthropologie du développement, c'était anthropologie appliquée. Donc, on était quasiment des gens à la solde des mercenaires du développement, ce qui était exactement le contraire de ce qu'on voulait faire. On voulait le prendre comme un truc fondamental. On s'intéresse au développement comme on peut s'intéresser au pouvoir, à la politique, je vous ai dit à la parenthèse. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile, et je ne pense pas qu'encore aujourd'hui, ce soit forcément complètement admis. L'anthropologie française, c'est quelque chose d'assez particulier. Elle est quand même très marquée par comment on dit, la statue du commandeur qu'est Lévi-Strauss. Dans ma génération, ça a été Lévi-Strauss le pape de l'anthropologie française, sans aucun doute. Et d'ailleurs, ça a marginalisé Ballandier. Ballandier a toujours une position marginale. C'est Lévi-Strauss qui a été au Collège de France, jamais Ballandier, etc. Alors que pour nous, on était évidemment les héritages de Ballandier et de l'école de Manchester, et de l'école de Chicago. Mais Lévi-Strauss, c'était lui qui dominait la vie culturelle, bien au-delà même de l'anthropologie. C'était le grand savant de l'époque, quoi. C'était la statue, alors on ne l'a pas oublié parce que d'autres ont pris un peu la place, Foucault ou Derrida, etc. Mais quand même, au départ, c'était Lévi-Strauss, le plus grand, le plus vénéré. Et Lévi-Strauss, c'était le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Cette filiation dure jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est toujours aujourd'hui le laboratoire d'anthropologie qui reste un peu la citadelle, au moins symbolique, la plus évidente de l'anthropologie française. Alors évidemment ça a changé, c'est passé par François Héritier, c'est maintenant Derrida. Je ne dis pas que Derrida c'est Lévi-Strauss, etc. Mais ça reste quand même autre chose que ce que nous faisons, disons. On va dire
Et donc, la revue L'Homme, bon, ils ont changé. Je ne vais pas dire qu'ils sont restés uniquement dans l'ombre du père fondateur. Hein. Ils ont changé. Mais disons que c'est un peu un autre courant, quand même. C'est un peu une autre vision d'anthropologie que celle que nous, on a développée. Alors, il peut y avoir des contacts, on ne se tire pas mutuellement dessus, je dis ça, mais on est quand même resté toujours, nous, un truc très minoritaire. Beaucoup plus en France qu'ailleurs. Je vois, j'ai beaucoup plus, ce que je fais a beaucoup plus d'audience en Allemagne, au Canada, qu'en France. En Belgique aussi, mais en France, c'est assez un truc. Parce que je pense que l'anthropologie française, elle est marquée par cette double filiation, peut-être. La filiation Lévi-Strauss, structuraliste, donc moi j'ai toujours pensé que c'était une impasse. Et de fait, on voit bien que c'est une impasse. Qui aujourd'hui se dit encore structuraliste? Est-ce qu'on va dire à un jeune étudiant, tu vas faire une thèse structuraliste? Mais moi, à l'école des hautes études en sciences sociales, j'en parlerai peut-être un peu aussi, quand je suis entré, il y avait encore une vénération autour de ça. Et quand on voulait soutenir un candidat anthropologue pour entrer, on disait « Oui, il faut absolument prendre un tel, il a trouvé un système de parenté que Lévi-Strauss n'avait pas vraiment trouvé encore. » Ça voulait dire encore aller dans le même sens. Je me rappelle avoir entendu ça il y a 20 ans encore. Donc, entre l'école des hautes études en sciences sociales, c'est plus mélangé le métier, mais Blundo et moi, on est restés assez marginaux dans tous les Blundo, donc, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui est lui aussi entré à l'EHESS après moi. Et on est toujours resté, on ne peut pas dire qu'on était dans le mainstream de la vision de l'anthropologie française. Ça ne me gêne pas, on peut même avoir une valeur ajoutée en disant qu'on est un peu marginal, on peut très bien... Je ne veux pas non plus aller comme Bourdieu, qui même quand il était au Collège de France, disait qu'il n'était pas reconnu. Là, c'est le comble. Alors, on a chacun notre tout petit groupe de reconnaissance dans notre petit monde. On ne veut pas se plaindre non plus. Je ne vais pas me lamenter parce qu'on n'a pas été les piliers de l'anthropologie française, pas du tout. Hein. Mais c'est pour dire que quand même, la reconnaissance du développement au début comme objet d'étude légitime, c'était tout sauf évident. Au contraire, ça n'a pas été facile hein, du côté. Après, on a eu d'autres problèmes de l'autre côté, c'est-à-dire que les associations de développement voulaient au contraire nous opérationnaliser et nous manipuler. Évidemment, nous, on ne le voulait pas non plus. Des deux côtés, on a dû se battre, mais ça, c'est l'histoire du Lasdel hein, que je raconterai un petit peu après. Voilà. Donc voilà le passage, si vous voulez, sur l'anthropologie du développement. Après, pour moi, il y a une pierre de touche, effectivement, qui est l'ouvrage Anthropologie et développement. J'essaye un peu de faire le point et puis voilà, qui marque un peu ça, mais il y a eu plein d'autres, il y a eu tous les bulletins de la PAD qui sont nombreux. Maintenant, c'est devenu une revue qui s'appelle Anthropologie et développement, mais c'est toujours la même continuité. Donc il y a eu beaucoup de productions collectives qui se sont faites et qui me semblent et avec là aussi un truc vraiment international. Beaucoup de chercheurs africains ont été associés à ça, comme beaucoup de chercheurs allemands en particulier. Alors évidemment, il y a toujours un problème de langue, ce sera plutôt les chercheurs européens francophones travaillant dans les pays francophones. On a toujours eu un problème de lien avec l'Afrique anglophone. C'est un problème interne même, d'ailleurs, il y a très difficile, les liens entre Afrique anglophone et anglophone sont difficiles, en particulier pour des raisons linguistiques. Et donc on reprend aussi ce problème sur le dos, quoi. On est obligé de tenir compte de cette difficulté. Mais en même temps, oui, je veux dire, moi j'ai beaucoup aimé l'ouverture avec les chercheurs allemands travaillant aussi comment sur le développement, parce que ça m'a amené à être essentiellement dans la littérature anglophone. La littérature francophone a peu de choses là-dessus. La littérature anglophone, moi je passe 80% de mes lectures, c'est en anglais. Et les chercheurs français, c'est peut-être aussi une des raisons, beaucoup de ma génération n'étaient pas très, très portés sur l'anglais. Tandis que maintenant, avec Birchenkoto, non seulement on lit de la littérature anglaise, on publie en anglais, parce qu'on s'est rendu compte quand même que la langue française était devenue une petite langue minoritaire, qu'en sciences sociales, c'est l'anglais qui maintenant est la langue universelle. Pas simplement pour parler avec les Anglais, mais pour parler avec les Chinois ou les Indonésiens ou les Indiens, c'est par l'anglais qu'on passe. Voilà.